Bonjour à tous, il est 10h30, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire consacré aujourd'hui à la data, en particulier sur le secteur agricole. Donc je me présente, Olivier Coffus, je suis responsable du pôle d'activité Agri-Agro chez Atoll. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Victor Loisel, data analyst sur le pôle data, et Caroline Chanlon, chargée de communication chez Atoll, conseiller développement. Donc c'est un webinaire construit en collaboration aujourd'hui entre le pôle Agri-Agro et notre pôle data. Et vous comprendrez pourquoi dans les slides suivantes. Juste une petite précision, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser des questions et on les traitera, on prendra 10 minutes, un quart d'heure en fin de webinaire pour les traiter et intervenir. Et si jamais on n'avait pas le temps de toutes les traiter, on pourrait échanger après par mail ou autre chose comme ça. Autre précision, ce webinaire sera disponible en replay sur notre site YouTube et la présentation sera aussi mise à disposition sur demande par mail. Donc, on va commencer la data dans tous ses états dans le domaine agricole. Donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est porté par le pôle Agri-Agro. Donc, le pôle Agri-Agro est né en 2019 chez Atoll Conseiller Développement, mais c'est le résultat de plus de 15 ans de travaux et d'accompagnement de clients issus du secteur agricole. Ce pôle est situé dans notre agence de Dijon. Il représente environ une trentaine de personnes. Il dispose d'une cellule Lead Tech R&D dédiée avec plusieurs experts dans différents domaines. Et on développe bien sûr la transversalité avec les autres expertises d'Atoll Conseil Développement, l'UX Design, le CM, la data. Et donc aujourd'hui, un exemple, c'est la data avec le pôle data. Quelques-unes de nos références dans le domaine agricole pour montrer que donc sur ces 15 dernières années, nous avons eu et nous travaillons avec quelques-uns des clients qui sont cités. Et ils sont sans doute pas tous là, mais en tout cas, ça fait un beau panel. Et merci à eux, en tout cas, s'ils sont présents aujourd'hui au webinaire. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui participent. En intro, donc l'idée de ce webinaire, c'est on va aborder déjà quelques concepts sur la thématique data. On entend beaucoup de parler de data truc, hein, c'est à toutes les sauces. Victor va vous présenter un peu tous ces concepts-là. Après, on fera un petit point sur la data au sens large dans le secteur agricole. Puis on vous présentera 3 réalisations d'Atoll sur ce domaine-là. Donc, je vais laisser la parole à Victor. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, la data, donc, comme l'a dit Olivier, la data, on en a absolument partout. C'est un terme qui est employé depuis quelques années dans beaucoup de domaines. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a beaucoup de concepts. Alors, on va avoir des concepts qui vont être plutôt sur la visualisation de données, comme le DataVis par exemple, d'autres qui vont être plutôt sur du stockage de la donnée, tels que Data Store, Data Warehouse, Open Data, et d'autres plus sur de la manipulation de données sur des concepts tels que Data Science, Data Hub, Master Data, Data Stewardship. Alors, tous ces concepts peuvent être en fait groupés en 2 grandes parties. Des concepts qui vont être plutôt de manière opérationnelle pour en fait le travail de tous les jours des personnes qui travaillent, tels que Data Hub, Data Store, Data Virtualisation. D'autres qui vont être vraiment axés sur une vision analytique des données, tels que le Big Data, le Data Warehouse, Data Science, et d'autres concepts qui vont être en fait un jumelage des 2 choses qui vont permettre à la fois de travailler au niveau opérationnel, mais derrière d'avoir une analyse de ces données. Alors, durant ce webinaire, on va avoir du mal à traiter absolument tous ces concepts. Donc, on va se concentrer plutôt sur 4 types de concepts.
Côté opérationnel, on va parler du concept de Data Hub, donc qui est la gestion de flux de données. Côté analytique, on va être plutôt sur un concept qui est présent depuis très longtemps dans le monde de la data, qui est le Data Warehouse. Le Data Lake au niveau vraiment pur analytique et à la jointure des deux, l'Open Data qui est aussi en vogue en ce moment. Alors si on commence par le Data Hub, il est en fait deux choses. Tout d'abord, un système de gestion et d'échange de données et deuxièmement, une source de données de référence pour les processus opérationnels. En fait, il va permettre de centraliser des données essentielles à l'entreprise ou à l'organisation et qui sont généralement utilisées par une pléthore d'applications à l'intérieur de cette entreprise. Et du coup, elle permet un partage transparent, intègre et de qualité entre tous ces différents systèmes. Ça en fait donc un point de vérité, une référence au niveau des données et de la gouvernance des données. Donc du coup, ils peuvent être utilisés par toutes les applications et également être connectés à des concepts de data dont on a parlé auparavant, qui sont plus sur de l'analyse de données, mais où du coup le data peut permettre ce transfert de données et cette communication en fait entre les applications et les différents concepts de données. Le deuxième type, c'est le Data Warehouse, qui est du coup lui un dépôt central de données, où là ces données sont structurées, intégrées, homogénéisées, liées entre elles et proviennent de plusieurs sources opérationnelles. Ce concept de Data Warehouse est un des premiers qui est apparu au niveau data et qui est là depuis très longtemps. Et on va dire qu'il est généralement utilisé pour tout ce qui est reporting, analyse de données et souvent un élément fondamental de la business intelligence. Ces entrepôts de données en fait permettent de réaliser des modèles d'analyse prédéfinis et reproductibles distribués à un grand nombre d'utilisateurs dans une entreprise ou une organisation. Et enfin, afin de visualiser ces données, on a énormément d'outils décisionnels qui ont vu le jour et qui permettent de les restituer, que ce soit aussi bien des logiciels propriétaires, type Microsoft BI, SAP Business Object, Qlik, ou des logiciels open source tels Pentao, Digdash, Reddash. Enfin, le troisième concept, qui est le Data Lake, donc qui lui est vraiment plutôt associé à de la data science pure, vraiment de l'analyse. Comme le Data Warehouse, c'est un entrepôt de données, sauf que dans le cas du Data Lake, les données ne sont pas du tout structurées, liées et homogénéisées entre elles. Les données, elles sont déversées à l'intérieur de cet entrepôt de données et du coup, on va avoir des personnes type data scientist qui vont être aptes à manipuler et à faire parler ces données, à en extraire des informations disponibles. Et généralement, c'est une base solide pour la préparation de données dans un but de rapport, de visualisation ou d'analyse approfondie qu'on peut derrière, par exemple, stocker dans des data warehouses. Et d'ailleurs, souvent, on entend de temps en temps que data warehouse et data lake sont la même chose. En fait, non, ce sont vraiment des concepts complémentaires qui ne sont pas concurrents, mais qui s'aident l'un l'autre pour l'analyse de données. Donc, si on essaye de résumer, on peut voir qu'au niveau type de données, le Data Hub et le Data Warehouse vont avoir vraiment des données structurées, organisées avec une qualité de la donnée haute, versus le Data Lake qui, lui, va vraiment stocker les données telles qu'elles arrivent avec aucun contrôle et donc aucune structuration, et donc une qualité qui peut aller de très faible à haute si la source est déjà correctement qualifiée. Au niveau du mode d'intégration de données, le Data Hub permet vraiment un échange, c'est-à-dire qu'on a vraiment bidirectionnel entre les applis opérationnels et un temps réel via des API avec un contrôle des données. Alors que Data Warehouse et Data Lake, là, on a vraiment un flux monodirectionnel, c'est-à-dire que les données proviennent des applis métiers, sont intégrées, entreposées, et il n'y a pas de mise à jour, on a juste une possibilité de visualisation de ces données derrière. L'intégration au niveau de Data Warehouse va se faire via des traitements ETL qui sont périodiques en fonction des besoins métiers. Et au niveau du Data Lake, on va en plus pouvoir avoir un traitement et évaluation des données au niveau des data scientists
alors qu'au niveau data warehouse, on n'a plus du tout de traitement de la donnée. Les données sont prêtes à être consommées, à être visualisées. Et enfin, au niveau usage, donc du coup, le data hub va être vraiment en processus opérationnel, référentiel de données métiers, de données fiables, et l'interface pour la création et la gestion de la recherche. Le data warehouse, lui, sera plutôt sur de l'analyse du reporting, de données déjà agrégées, avec des questions qu'on a posées préalablement et auxquelles on obtient des réponses. Et enfin, le data lake, lui, vraiment, sont les données utilisées pour la data science, le machine learning, l'intelligence artificielle, avec la possibilité de définir des analyses a posteriori. Voilà pour ce qui est de la partie data en ce moment dans le monde. Et donc, du coup, je relaisse la main à Olivier Coiffu. Merci Victor. Donc, la data en agriculture. Déjà, la data en sens large, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on entend parler. La donnée, en gros, c'est un peu le nerf de la guerre. Et le secteur agricole, bien sûr, n'est pas épargné et loin de là, et heureusement. Aujourd'hui, nous avons, dans le domaine agricole, une quantité de données qui proviennent de différentes sources. Ces dernières années, les outils se sont multipliés avec l'émergence de systèmes de gestion parcellaire, l'émergence de start-up qui ciblent un besoin et un usage bien précis. Tout ça, ça fait plein de données de nature, ou en tout cas de sources hétérogènes, qui arrivent de toutes parts. Et du coup, l'objectif, c'est de centraliser le stockage de ces informations pour ensuite pouvoir faciliter l'interopérabilité et réutiliser les données déjà connues vers une autre application. En gros, pour la faire simple, on a peut-être besoin de récupérer des données de 3 sources différentes pour ensuite les mettre à disposition d'une nouvelle application, car elle a besoin de ces 3 sources. Donc là, il y a déjà un objectif aujourd'hui de centralisation et d'interopérabilité. Ensuite, dans le domaine agricole, il existe de nombreux référentiels pour un usage métier donné. Des produits, par exemple, un référentiel produit, des usages. Tout ça, on peut avoir aujourd'hui plusieurs référentiels différents. L'objectif, là encore, c'est de pouvoir mettre en place des mécanismes de centralisation pour pouvoir réconcilier les données. Donc, réconcilier ces données de référentiel pour pouvoir en faire soit des référentiels, un référentiel commun et unique, et ensuite pouvoir faciliter du coup l'interopérabilité entre différents systèmes. Avec un référentiel unique, ça sera beaucoup plus simple. Donc, l'objectif global de cela, c'est d'aboutir à une gouvernance unique de la donnée. Donc aujourd'hui, ce sont les données sur lesquelles on travaille à l'instant T. Mais ces données-là, elles vont aussi permettre demain de pouvoir déboucher sur d'autres besoins, d'autres usages. En gros, toutes les données qui peuvent être récoltées de plusieurs systèmes, on va pouvoir ensuite les agréger et faire tourner dessus des algorithmes qui vont pouvoir nous permettre de mettre en place des outils sur de la prédiction et de l'anticipation. Par exemple, on peut imaginer qu'on a besoin de pouvoir prédire, entre guillemets, la potentielle survenue d'une maladie sur une plante. Pour faire cela, on a besoin d'une quantité de données en entrée, de pouvoir faire tourner des modèles dessus pour pouvoir, derrière, faire une nouvelle application qui va permettre de mettre en place un usage prédictif. Et chose importante, c'est que pour faire cela, plus on a de données, meilleurs seront les résultats. Pour faire tourner des modèles prédictifs, où on peut mettre en place des réseaux de neurones ou des choses comme ça, il faut pouvoir avoir une grosse quantité de données en entrée pour que les modèles soient le plus fiables et le plus réaliste possible. Alors, quelles données récolter ?
on a nos données, on va dire, classiques, entre guillemets, qui peuvent provenir d'un FMIS, qui peuvent provenir d'un système d'information, les commandes, les produits, voilà. Tout ça, ce sont les données classiques, mais qu'il faut pouvoir aussi récupérer et agréger. Mais depuis quelque temps, avec l'explosion, comme je vous disais tout à l'heure, de start-up dans le domaine et de plein d'outils et d'usages qui sont apparus, on a des nouvelles données à intégrer et ça enrichit encore, on va dire, le modèle et ça enrichit les possibilités et les capacités de production derrière d'applications destinées à des usages bien particuliers. Donc, par exemple, les données issues de tout ce qui est IoT, donc aujourd'hui les stations météo, les capteurs qui sont embarqués soit sur le terrain, soit sur le matériel qui se déplace sur le terrain, des capteurs aussi environnementaux, des capteurs qui peuvent être aussi sur les animaux, enfin bref, toutes ces informations-là, on doit pouvoir les remonter pour pouvoir ensuite les agréger et les traiter. On a des images aussi géographiques, enfin on a des données géographiques comme les images, les données issues des satellites, les photos de drones, les données cartographiques, tout ça aussi ce sont des images, des données que l'on peut avoir à traiter et à agréger avec de la donnée classique pour aboutir à un besoin particulier. Et enfin, on a les données sur lesquelles on pense peut-être moins naturellement, ce sont tout ce qui est données d'utilisation. En gros, c'est quoi les données d'utilisation? C'est quand vous utilisez une application ou un site web, ce sont toutes les données qui sont issues de votre parcours sur l'application. Donc, on va peut-être avoir besoin de savoir si l'application est plus utilisée entre 6h et 8h du matin. Le nombre de clics sur un bouton va nous indiquer que tel ou tel module est plus utilisé par tel ou tel type de personne. Tout ça, ce sont des données d'utilisation, des données comportementales. Là aussi, on peut savoir si tel module est plus utilisé à telle époque de l'année ou pas. Tout ça, ces données d'utilisation aussi, on peut les récolter, on peut les remonter dans des systèmes comme vous a présenté Victor précédemment. Et on va après pouvoir, en fonction du besoin, travailler dessus pour en définir une application, un usage bien défini. Alors tout ça, vous allez me dire c'est bien gentil, mais à quel prix? Et du coup, comment on peut estimer la charge budgétaire si on veut se lancer dans un projet de DataGrid? Tout d'abord, j'ai envie de dire, ça dépend bien sûr des objectifs et de la volumétrie des travaux à mener. Souvent, on a des clients qui arrivent et le besoin n'est pas encore forcément bien défini et la quantité de données, en tout cas la quantité de typologies différentes de données qu'ils ont en entrée fait que ça peut paraître un peu colossal à mettre en place, quoi. Donc déjà, là-dessus, il faut pouvoir bien sûr travailler sur l'objectif. Ensuite, c'est un peu l'aspect qualité des données. Collecter des données, on va dire, brutes, ça sera toujours plus facile que d'essayer d'aller récolter des données hétérogènes et de mettre en place des process de réconciliation pour pouvoir utiliser la donnée après. Donc, cette phase réconciliation, bien sûr, peut engendrer un coût supplémentaire. Donc ça, c'est issu de la qualité des données en entrée. Et enfin, on va avoir des coûts au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'espace de stockage, au niveau de la modélisation, de la gestion du consentement, l'interopérabilité, voilà. Ça, après, ça dépend jusqu'où on va dans la modélisation, dans le périmètre du projet. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques leviers sur lesquels on peut jouer pour surtout éviter d'avoir des mauvaises surprises et je dirais éviter d'aller de se lancer dans des projets tunnels dont on ne verrait jamais le bout, quoi. Donc déjà, c'est essayer d'avoir une vision globale de son objectif, mais sans vouloir se lancer sur plein de chantiers en même temps. Il faut avoir une vision globale à moyen long terme et pouvoir périmétrer des chantiers plus petits pour pouvoir avancer pas à pas, quoi.
ça rejoint le fait de ne pas, on va dire, voir trop gros. Et il faut surtout que la solution qui va être mise en place puisse permettre demain de développer d'autres solutions. En gros, il ne faut pas que les choix initiaux sur un périmètre bien précis soient trop contraignants et remettent en cause l'arrivée quelques mois plus tard d'une autre thématique à traiter. Donc, il faut pouvoir laisser des portes ouvertes. Et enfin, c'est identifier autant que possible des besoins réels. Donc, même si on a une vision globale à moyen et long terme, il faut aussi se dire, je fais ça pourquoi, et sur le terrain, ça va correspondre à quoi? Quel est mon besoin? Quelle application je veux mettre en place? Essayer de revenir en gros sur Terre et d'avoir une vision très pragmatique sur les besoins en application. Donc maintenant qu'on a fait un peu ce constat, cette présentation, on va maintenant vous présenter 3 réalisations Atoll CD. La première, donc, un data hub dans un contexte d'une coopérative. Là, c'est vraiment une réalisation en partenariat des 2 pôles Agri-Agro et Data. Ensuite, on vous présentera l'outil Reproscope. Alors là, ça sera une présentation via une vidéo parce que notre collaborateur n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il a enregistré son intervention. Et on terminera par la présentation du projet Food in Tech, où là, on déborde sur une thématique plus intelligence artificielle et data science. Donc Victor va reprendre la main pour le Data Hub coopérative. Merci Olivier. Alors, Data Hub, pour remettre du coup le contexte de ce projet. Donc, le but de la coopérative était de réussir à centraliser des données de différentes sources. En effet, elle voulait avoir un lien entre les données provenant, par exemple, de son ERP, de son logiciel d'approvisionnement, de son logiciel de stock. Et généralement, il s'avère que pour, par exemple, une même espèce, on puisse avoir des références différentes au sein des différents logiciels alors que ça correspond à la même chose. Donc, il voulait pouvoir centraliser ces données au niveau adhérent, approvisionnement, apport, et du coup mettre en place une gouvernance de ces données via une solution ici, le Data Hub. Ce Data Hub permettrait également d'avoir une gestion et une traçabilité des flux et de l'intégrité des données. Et pour pouvoir à terme rendre accessibles ces données homogénéisées, agrégées, à l'utilisation pour les logiciels en interne et potentiellement peut-être à l'externe en open data. Alors donc, là je vais vous présenter un schéma de ce qu'on a mis en place pour cette notion de Data Hub. Donc le but du jeu était que la coopérative puisse charger les données provenant des différentes sources qu'ils avaient via une API. Et donc, du coup, à partir de cette API, ici, des règles de gestion étaient mises en place. Et donc, du coup, les API vérifiaient l'intégrité et la qualité des données par rapport aux données déjà présentes au sein du Data Hub pour vérifier qu'il n'y avait pas de divergence entre ce qu'ils essayaient de charger et ce qui était déjà présent, et par rapport à toute une règle de gestion de qualité de données. Dans le cas où les données étaient valides, alors l'API en fait faisait une insertion en base de données dans un schéma relationnel structuré, agrégé et de qualité. Et si la donnée ne respectait pas toutes les conditions, ces données étaient mises en fait en quarantaine, avec ici toutes les justifications propres au refus. Pour avoir une gestion des flux et des données dont on avait intégré, on a décidé d'utiliser la technologie Azura, qui elle a l'intérêt d'écouter la base de données qu'on remplit et qui du coup fait des logs automatiquement et permet aussi un requêtage beaucoup plus simplifié des données. Donc ça, c'était pour la partie intégration des données. Et après, la deuxième but de ce Data Hub étant d'avoir une possibilité d'interroger les données stockées via des API. Toujours, différents interopérateurs pouvaient interroger via Azura
les données propres au Data Hub pour en ressortir ce dont ils avaient besoin. L'intérêt aussi, c'est qu'on pouvait du coup mettre en place une interface d'administration permettant à la fois de consulter toutes les données mises en quarantaine pour savoir pour quelles raisons et corriger en fait ces données, et également de voir par exemple toutes les listes de référentiels et de données via Azura. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a choisi Azura pour deux raisons qui nous semblaient assez importantes. Tout d'abord, Azura a l'intérêt de très facilement permettre d'écouter toute modification qui est appliquée sur une base de données telle le Data Hub. Dès qu'une insertion, une modification, une suppression de données, on peut dire à Azura d'écouter toutes ces modifications et que dès qu'une modification est détectée, non seulement elle stocke cette modification dans sa base de données propre, ce qui nous permet d'avoir un suivi de gestion des flux de données, et fort intérêt, elle permet aussi de notifier à d'autres API ce qui s'est passé. Donc, par exemple, dans notre projet, quand la coop cherchait à insérer de nouvelles données, Azura écoutait, mettait cet événement dans sa base de données en termes de suivi et notifiait notre logiciel qui permettait de faire le contrôle qualité, de lui transmettre ces données, de lui dire vérifie et si tout se passe bien, insère en quarantaine ou dans la base de données. Donc, ça permettait de mettre ceci en place très facilement via Azura. Le deuxième grand intérêt, c'était au niveau consommation. C'est que du coup, les API via Azura, via l'API d'Azura, peuvent lui faire une demande de données. Alors, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une donnée sous format SQL, mais sous un format de type très proche d'un format JSON. Et Azura, d'elle-même, va aller chercher les informations dans les différentes sources de données auxquelles elle a accès et qu'elle a liées entre eux. Et donc, ça permet en fait une réponse très rapide sans avoir de connaissances techniques poussées en base de données ou en architecture des données qu'il y a derrière. Enfin, je vous avais parlé d'une gestion d'administration. Donc, nous, on a mis en place une interface qui permet via Azura d'interroger la base de données de quarantaine. Et comme vous voyez, ici, on a en retour ce qui a été mis en quarantaine, quel est le type de données qui a été mis en quarantaine, pour quelles raisons, et les données qui avaient été envoyées initialement. On voit aussi, si vous regardez à gauche, qu'on peut avoir aussi, par exemple, la liste des référentiels qui ont été agrégés et corrigés pendant l'import. Et enfin, l'intérêt que je peux vous montrer aussi, c'est au niveau interopérabilité de permettre derrière de récupérer ces données qu'on a stockées. Et on a par exemple ici un exemple d'extranet qui interroge du coup les données qui ont été stockées en Data Hub pour derrière réaliser des graphiques, des tableaux pour avoir par exemple un suivi de l'évolution au cours de l'année des campagnes d'un agriculteur d'une coopérative. Voilà pour le Data Hub. Donc maintenant, je vais pouvoir vous passer la vidéo de notre collaborateur. Et vous présenter aujourd'hui un projet que nous avons réalisé à Atoll au pôle data, Reproscope. Donc Reproscope, c'est quoi? C'est l'Observatoire de la reproduction des bovins en France. Ça a été réalisé pour l'INEL, donc l'Institut de l'élevage. Donc l'Institut de l'élevage a notamment pour mission l'étude de la reproduction des bovins. Donc pour ça, ils avaient besoin d'un observatoire national pour pouvoir mesurer notamment la performance de reproduction. Donc dans l'élevage des bovins, on a deux grands types de vaches, les vaches laitières, donc qui produisent du lait, et les vaches allaitantes qui produisent de la viande. Pour avoir du lait et produire de la viande, il faut des veaux. Et donc, ce qui est important pour avoir des veaux, c'est la reproduction. D'où cet observatoire. Donc, on exploite les données de 7 millions de vélages, dont les inséminations artificielles. Les bêtes sont regroupées par troupeaux, donc ce qui fait environ 200 000 troupeaux chaque année. Et puis, de tout ça, on a tiré 94 indicateurs. Donc c'est des mesures, 29 brutes et 65 calculées selon des règles métiers définies par l'Institut de l'élevage. Il y a également 18 dimensions, axes d'analyse,
pour tirer parti de ces données. Donc ces axes, notamment la taille des troupeaux, la race principale, il y a tous les axes d'un point de vue géographique, région, département. On a également le nombre de jours entre la fécondation et la naissance des veaux, le nombre de jours entre le premier et le deuxième veau, ce genre d'indicateur, ce qui fait à peu près 60 millions de données par an. Donc tout ceci a été mis en œuvre donc par Atoll. Les données ont été traitées via un ETL qui est Pentao Data Integration ou Kettle. Les données ont été mises à disposition d'un tableau de bord web via Pentao Server. Et puis nous avons également mis en place Saiku, un requêteur ad hoc pour les utilisateurs experts qui permet de faire en quelque sorte des tableaux croisés dynamiques. Il a fallu se partager le travail. En effet, IDEL qui possède la connaissance métier et les données, donc IDEL a dû définir le périmètre d'analyse des données, faire les extractions des bases de données nécessaires. En effet, ayant un volume de données très important en leur possession, ils ont ciblé uniquement ce qui était nécessaire à cet observatoire. Également définir les indicateurs et leur mode de calcul, c'est-à-dire les mesures, donc en fonction du métier, les niveaux d'agrégation, dimensions, et puis quel type de représentation graphique, par exemple les graphiques en barre, des courbes, qui étaient le plus adaptés selon les représentations souhaitées. Atoll, de son côté, a modélisé la base de données décisionnelle correspondante, a effectué l'alimentation de cette base, et également mis en œuvre et créé les requêtes. On a créé également des cubes utilisables sous Saiku, donc du requêtage ad hoc permettant à l'Institut d'élevage d'être par la suite indépendant dans l'analyse de ces données. Également réaliser la mise en page, la création graphique de tous les dashboards web du Reproscope. Nous avons également géré le secret statistique. En effet, c'est un observatoire public, donc il nécessite un certain secret statistique afin de ne pas divulguer des données confidentielles au niveau de l'élevage, et puis également les exports. Et tout ceci a fait l'objet d'une recette conjointe et détaillée avec IDEL, qui possédait donc la connaissance métier assez complexe, et donc c'était important de le faire de manière conjointe. Je vais vous présenter rapidement le site Reproscope. Donc la page d'accueil prend cette forme. Donc ici on choisit les régions géographiques. Donc on peut prendre par exemple la Bourgogne. Après on peut choisir les départements. Et on peut choisir par région d'élevage. Donc ça c'est une cartographie spécifique à l'Institut de l'élevage. Donc qui est des zones d'élevage. Donc c'est vraiment des définitions métiers et qui sont différentes géographiques. Donc on peut choisir soit l'un soit l'autre. Donc ça c'est la première étape. Une fois qu'on a choisi, donc je vais repartir sur la Bourgogne. Une fois qu'on a choisi cette partie-là, on va choisir entre un élevage laitier ou allaitant, puisque c'est vraiment deux choses qu'on utilise de manière complètement séparée. Donc, ici, on va prendre l'élevage laitier. Et puis, par la suite, on va regarder si on prend la performance des animaux, c'est-à-dire qu'on va prendre les animaux dans leur globalité. On va dire, par exemple, la race Primolstein sur toute la France, ou sur la performance des élevages, où là, on va prendre que les troupeaux qui ont une race dominante charolaise, par exemple. Donc là, je vais prendre la performance des élevages. Et puis, par la suite, on choisit des groupes d'indicateurs, donc soit les naissances, soit les génisses, les vaches qui vêlent pour la première fois, la fécondité, fertilité, etc. Donc ici, on va se baser sur les naissances, par exemple. Donc on choisit les naissances. On arrive sur cette page, où là, en fait, on a au-dessus un certain nombre de filtres. Donc, il y a un qui est obligatoire, c'est la campagne. Donc, c'est l'année sur laquelle on se base. Donc, l'année 2018-2019, 2015-2016, etc. On ne peut regarder qu'une campagne en même temps. Donc, de juillet à juillet, si je me souviens bien. On peut filtrer par race.
ou avoir toutes les races. Donc ici, on va prendre par exemple la race Primo-Stein. Et là, à chaque fois qu'on sélectionne un filtre, on a des indicateurs qui arrivent ici rapidement, qui permettent de donner tout de suite des effectifs. Donc on a 337 troupeaux, 23 troupeaux avec moins de 10 vélages, etc. Et puis par la suite, on a des graphiques qui permettent de voir les répartitions. Donc là, c'est le pourcentage de vélages croisés par troupeau, donc croisés avec un père et une mère de races différentes. Dans ces répartitions, lorsqu'on passe le curseur, on a les informations. On affiche également le quartile, premier quartile, deuxième quartile, la moyenne, etc. On peut également exporter l'image pour l'intégrer dans un document. Et puis également, on a une petite aide contextuelle qui permet d'avoir un détail sur comment est calculé l'indicateur. On a un rappel ici de l'effectif concerné par l'indicateur qui peut être plus petit que l'effectif global filtré au-dessus, puisque des fois l'indicateur n'est pas fourni pour l'ensemble des troupeaux. Et puis pour chaque graphique, pour certains graphiques, pardon, on peut avoir un détail. Donc ici sur la mortalité des troupeaux, si on va sur le détail, on se retrouve avec un petit tableau récapitulatif avec l'effectif qu'on avait tout à l'heure, un graphique, et puis un autre type de graphique détaillant la mortalité en fonction de la taille du troupeau, en fonction de la saison des velages, en fonction des pourcents de primipare, et puis en fonction d'autres critères, donc ce sont les dimensions qui ont été définies dans le modèle. Ce qui permet d'avoir un focus plus détaillé sur l'indicateur sur lequel on s'intéresse. D'autre part, ici on a un petit fil conducteur qui permet de remonter et de revoir les indicateurs pour revenir et aller voir un autre type d'indicateur. Donc par exemple les génisses, donc les vaches qui vèlent pour la première fois. Et on retrouve le même type de données. En l'occurrence, ici, je tombe sur le secret statistique, c'est-à-dire que j'ai pas assez de statistiques pour avoir les informations sans révéler les informations. Donc, l'information est cachée. Voilà, donc c'était un aperçu rapide de ce site. On va repasser à la présentation avec le dernier exemple, donc qui est Food in Tech. Donc, Food in Tech, qui est une application qui a été développée par notre pôle métier. C'est un projet innovant, en fait, qui associe plusieurs technos, de la photo, de l'image, de l'informatique mobile, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est une application qui a vocation à lutter contre la dénutrition et le gaspillage alimentaire dans les établissements hospitaliers. Donc, ce projet nous a été à la base commandé par le CHU Dijon-Bourgogne, qui est parti d'un constat, c'est de se dire que, en fait, les personnes hospitalisées, notamment les personnes âgées, entre 60 et 80% d'entre elles sont dénutries. Or, les personnes hospitalisées ont besoin d'avoir une bonne alimentation pour bien se rétablir. Donc, le pourcentage de personnes dénutries posait un véritable problème au sein des services du CHU et notamment auprès des publics personnes âgées. Donc, un projet pilote a été mis en œuvre. On a pour cela créé une base de données d'images. Donc là, la data, en l'occurrence, ce sont des images qui ont permis d'identifier des plats qui sont servis aux personnes âgées dans les établissements et de constituer un véritable référentiel qui sera utile à l'intelligence artificielle pour fonctionner et pour effectivement reconnaître les plats qui sont consommés par les personnes hospitalisées. Donc, au niveau du fonctionnement, en fait, on a une prise de photos ou d'images avant et après.
C'est-à-dire que lorsque le personnel distribue le plateau repas à la personne âgée, au moment où il retire le plateau du chariot, il y a automatiquement une image qui est prise. Donc on a fait plusieurs tests avec des appareils photo, avec des smartphones ou avec des webcams. Tout ont fonctionné, l'essentiel étant que l'image soit prise. Donc ça peut être un flux en continu ou alors ça peut être un déclenchement clic. Mais on s'est rendu compte en fait que le flux en continu était moins contraignant pour les personnels qui distribuaient les plateaux repas. Donc, dans ce contexte-là, dans le contexte CHU, aucune manipulation nécessaire. Ensuite, à partir de cette image, il y a l'intelligence artificielle qui fait son travail grâce aux photos. Donc, il y a eu un véritable apprentissage neuronal de l'IA qui est en mesure de reconnaître les aliments. Donc là, il s'agit d'une vidéo qui identifie le travail de l'intelligence artificielle qui, comme vous le voyez là dans l'assiette, est en mesure de reconnaître des pâtes, du poulet, des haricots et qui peut à ce jour reconnaître des centaines d'aliments différents justement grâce au référentiel qui a été référentiel d'image qui a été constitué avec le CHU. Donc pour ça, c'est des photos qui ont été prises un peu au jour le jour, mais on a eu aussi de véritables campagnes d'acquisition de photos. Par exemple, on avait fait une campagne au self du CHU où toutes les personnes bénévoles, donc les personnels du CHU, pouvaient faire prendre en photo leur plateau repas pour aider à faire avancer le projet. Donc en fait, à partir donc on a la première image qui est prise et ensuite donc quand le personnel soignant remet le plateau, donc on a un système sur les plateaux repas en fait au CHU. Il faut savoir qu'il y a un système d'étiquette d'identifiant patient qui est fait et donc à partir de ça, on peut faire un match entre le plateau qui a été retiré et celui qui est remis pour bien avoir ce qui a été consommé par la personne. Par une personne et du coup ça permet de faire une analyse comparative de ce qui a effectivement été consommé par le patient. En parallèle, en fait, on a un croisement des résultats avec le système d'information du CHU et avec les fichiers en fait des diététiciens, ce qui nous permet d'avoir une vision très précise des valeurs nutritionnelles qui ont effectivement été ingérées par le patient. Et donc, à partir de ce comparatif, on est en mesure de fournir un tableau de bord aux nutritionnistes pour leur dire tel jour, monsieur Y a consommé 70% de son poulet, 50% de ses haricots et 100% de ses pâtes. Ça correspond à un ingestat de 73%. Alors c'est satisfaisant, mais on se rend compte que voilà, en termes de lipides ou en termes de glucides, c'est pas suffisant pour lui pour bien se rétablir. Et ça, donc, c'est des choses qu'on peut suivre au jour le jour. Et c'est une application qui peut être paramétrée pour envoyer des alertes aux nutritionnistes pour dire attention, autant le mercredi 3 octobre, monsieur Y a bien consommé 73% de son plat. En revanche, la veille, il en a consommé que 10% et l'avant-veille, c'était que 5%. Donc ça permet vraiment aux nutritionnistes et aux diététiciens d'avoir une analyse systématique sur ce qui a été ingéré par les patients. Voilà, j'en ai terminé avec Food in Tech. On est à peu près dans les temps. La présentation a duré 45 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez donc les poser sur le petit tableau, la petite interface qui se trouve à droite de votre écran. On est à votre disposition, en tout cas, pour répondre à toutes vos questions. Merci, Caroline. On avait déjà une question qui a été posée au cours du webinaire. Donc, monsieur Victor Villa, vous avez demandé... à un moment donné, on a parlé de la prédiction relative aux maladies sur des plantes. Et vous nous demandez si on a un exemple réel d'application de l'IA à l'agriculture en région BFC ou ailleurs. Alors là, cette thématique de la prédiction sur des modèles maladies, c'est quelque chose sur lequel on travaille assez souvent avec plusieurs de nos clients d'ailleurs. Alors aller jusque de l'IA, je ne sais pas, mais en tout cas, on se base sur des modèles agronomiques qui sont mis en place soit chez nos clients, soit chez des partenaires de nos clients.
et donc, enfin, pas spécifiquement d'ailleurs sur la région BFC, ce sont des clients avec une portée nationale, voire internationale. Donc, on a des exemples d'outils qui sont basés sur des modèles de prédiction de maladies. Donc ça, on pourrait, si jamais vous étiez intéressé, vous pouvez nous contacter, on pourrait faire un point spécifique là-dessus pour qu'on puisse soit vous les présenter, soit échanger aussi avec nos clients qui travaillent sur ces thématiques-là et qui ont développé souvent en interne des modèles agro. J'espère avoir répondu à votre question. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, c'est vrai que bon, on a peut-être été assez vaste aussi tout ça. Je sais pas. En tout cas, si jamais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas été assez clair ou sur des points particuliers que vous voudriez échanger, parce que c'est quand même une thématique assez compliquée. Hein. Comme je disais lors de la présentation, il faut pouvoir souvent c'est assez vaste. Il faut pouvoir se représenter où on veut aller et quel chemin emprunter. Donc, c'est pas toujours évident comme ça d'avoir une idée assez définie. Et la plupart des projets sur lesquels on a eu à mettre en place des choses comme ça, Data Hub, Data Lake, bon, on part d'une idée générale, mais c'est quelque chose qui doit mûrir, quoi. C'est assez vaste. Ouais. Donc, écoutez, en tout cas, il faut savoir que on reste à votre disposition si jamais suite, si vous voulez revoir le webinaire ou si vous nous demandez le support, et suite à ces revisionnages, j'ai envie de dire, si vous avez des interrogations, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nos équipes, que ce soit AgriAgro ou Data, se feront un plaisir de vous répondre et de voir ensemble comment on peut vous aider ou vous accompagner. Merci beaucoup pour votre présence en tout cas, et j'espère à bientôt. Au revoir.